Oui, bonjour. Merci à tous ceux qui sont encore ici. Je me présente Simon Brodeur, conseiller pédagogique au Cégep du Vieux-Montréal. Je suis responsable de quelques programmes BIM pour l'industrie et pour le côté académique également au Cégep du Vieux-Montréal. Et nous allons vous présenter un panel qui regroupe des gens du secteur privé, des universités et des cégeps durant ces 5 présentations. Par la suite, nous aurons une petite période de questions. Alors, j'aimerais inviter M. Daniel Forgue à se joindre à nous ici sur la scène, Mme Susan Keenley-Side, Jean-François Lapointe du Cégep Limoilou, Hamid Ahmad de Concordia, s'il vous plaît, de l'Université Concordia, et également Eyal Avital de l'entreprise eGlobally Learning. Bonjour tout le monde. Alors, durant cette présentation, nous aurons des panélistes qui vont parler des programmes BIM de chacune de leurs institutions ou de leur entreprise qui ont différentes approches de l'enseignement du BIM. Lors d'un atelier que nous avons, que M. Forgue a tenu à l'ETS à l'automne dernier, il avait été question des priorités de l'industrie par rapport au BIM, puis une des priorités, la deuxième priorité la plus nommée parmi les participants du workshop à l'époque, ça a été l'éducation. Donc, c'est vraiment un des principaux objectifs poursuivis par la plupart des entreprises et des organisations qui veulent faire du BIM, c'est de former leurs employés, de former leur personnel pour pouvoir implanter le BIM en entreprise. Donc, c'est de ça un petit peu qu'on va parler à travers les différents sujets aujourd'hui. Alors, j'inviterai M. Forgue de l'ETS. En fait, avant de vous inviter à parler, je vais présenter un petit peu tout le monde. Vous voyez sur l'affiche en arrière, on voit chacune des personnes qui sont là. Donc, Daniel Forgue se passe de présentation. C'est un professeur à ETS qui est responsable de la chaire Pomerleau également. Susan Keenley-Side qui est coordonnatrice de programme au Collège Algonquin en Ontario. Jean-François Lapointe qui est conseiller en formation et conseiller CAO et BIM pour le Cégep Limoilou, spécifiquement pour les entreprises. Et Hamid Ahmad, qui est professeur Concordia à l'Université Concordia et qui fait de la recherche sur le BIM également à Concordia. Eyal Avital, qui est partenaire, on dit gestionnaire de succès ou Success Manager pour eGlobally Learning. Donc, sans plus tarder, je vais inviter M. Forgue à nous faire une présentation sur les travaux faits à l'ETS dans le cadre du programme. Merci, Simon. Rebonjour. Disons que la photo, j'avais peut-être 20 ans plus jeune, fait que c'est toujours moi. Au niveau de l'ETS, disons que si on regarde le rôle que j'ai donné au niveau de la recherche, c'est vraiment une approche activiste, c'est-à-dire qu'il y a différents volets de la recherche. On peut faire de la recherche exploratoire. Il y a un nouveau courant là, au niveau de la gestion de construction où on fait de la recherche interventionniste, puis le plus haut niveau, c'est activiste, c'est qu'on essaye de faire des changements au niveau politique. Donc, si on regarde au niveau de la recherche, c'est vraiment 3 volets. Donc, agir comme catalyseur du changement au niveau de l'industrie. Il y a aussi le volet veille technologique et diffusion, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde. Puis aussi la formation de personnel hautement qualifié en BIM, parce que ça, je pense, on a parlé quand même assez souvent ici, l'importance de créer cette nouvelle relève, pas seulement pour aider vos entreprises, mais vous accompagner dans le changement. Au niveau de l'enseignement, je dirais, il y a le premier programme BIM au 2e cycle au Canada qui a été lancé cette année. Puis aussi, on a commencé justement, entre autres, avec l'activité qu'on a fait l'année passée, de rejoindre des forces entre cégep, université et autres organismes de formation là, pour donner vraiment un cadre pour développer le BIM au Québec. Si on regarde le catalyseur de changement, ce qu'on a fait, il y a, je pense, la plus belle activité, c'est la table multisectorielle qu'on a parlé abondamment ce matin, qui a commencé en 2011. On a sorti aussi un manifeste cette année, justement, qui a été soumis au ministère de l'Économie pour promouvoir
l'industrie de la construction et l'importance de l'inscrire au niveau du virage numérique. On a fait aussi un atelier sur BIM et enseignement où on a invité des gens un peu partout à travers la planète pour pouvoir aider à développer un curriculum au niveau du BIM. Puis aussi des partenariats, justement au niveau de la diffusion, je pense que c'est important. Donc avec Context et RAC, ça fait depuis 2003 que je travaille avec eux. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent les grandes rencontres en 2011, je pense qu'il était vraiment quelque chose d'important pour convaincre l'industrie d'aller vers le BIM avec des témoignages assez intéressants de Réal Laporte d'Hydro-Québec et de Pierre Pomerleau, au niveau de Pomerleau. Veille technologique et diffusion, je pense qu'on essaie de publier des guides pour formaliser la connaissance. L'idée, c'est qu'on travaille beaucoup avec l'industrie. L'industrie est plus vite que les universités pour avancer dans ce domaine-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des étudiants qui participent avec l'industrie pour développer des guides. On a fait un sur la conception intégrée, un sur les meilleures pratiques en BIM. On en développe un pour le BIM pour les propriétaires, etc., etc. Je n'irai pas en détail là-dessus. Quand je parlais de veille technologique, disons qu'on a fait plusieurs ponts avec différents laboratoires à travers le monde. Justement, avec Pomerleau, on essaie de lancer une communauté de pratique avec les compagnies les plus avancées en BIM au monde et je pense, les top chercheurs dans le monde, donc pouvoir justement faire avancer encore plus vite le domaine. Aussi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir apprendre d'autres industries. Donc, l'équipe de recherche est multidisciplinaire. J'ai des gens qui sont en mécanique, en gestion de production automatisée, en informatique qui travaillent avec nous. Justement, on parlait de gestion du changement, mais changement organisationnel. Puis aussi, je pense que si on regarde la formation de personnel hautement qualifié, j'en vois plusieurs qui sont issus de l'ETS. Juste l'année passée, comme vous voyez, on a déjà une dizaine d'étudiants qui sont coordonnateurs BIM ou gestionnaires BIM dans différentes firmes. Encore là, je pense que la demande est très forte par rapport à ce qu'on est capable de produire, mais ça fait quand même un changement au niveau de l'industrie. L'enseignement, justement, le premier programme BIM au deuxième cycle au Canada, l'effort qu'on a fait ici, c'est pas... je pense que les cégeps font un excellent travail pour former des gens au niveau maîtrise des technologies. Ce qu'on a besoin au niveau universitaire, c'est des gens qui vont être des leaders du changement. Donc, le programme comporte 6 cours. Il y en a un qui est pourquoi qu'on veut faire ça. Donc, c'est quoi les problèmes, les enjeux de l'industrie et quelles sont les pratiques innovantes qui vont nous aider à résoudre ces problèmes-là. Nouvelles technologies où on apprend justement pas seulement le BIM, il y a d'autres technologies, des technologies mobiles, etc., qui existent, d'avoir des fondements. Et, bien entendu, le 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Et comment gérer un projet BIM, Lean Construction et autres pratiques intégrées. As-tu bien fait ça, Simon? Excellent. Top chrono aussi. J'inviterai Susan à venir nous présenter les programmes de Algonquin College en Ontario. Ah, j'ai oublié le slide. Tu veux le finir? Ah, je suis correct, c'est avec les cégeps. Fait que merci beaucoup tout le monde. Je me suis préparé la présentation en anglais. C'est une éducation en anglais. So I will continue in English. Alors, je vais continuer en anglais. Je sais que vous êtes tous très forts en anglais, mais je vais essayer d'être claire et de parler lentement. Je m'appelle Susan Keane-Lissette, je suis basée à Ottawa. En fait, je suis à Gatineau, dont je suis très fière. Le Collège algonquin est basé à Ottawa et ce programme a été porté à l'attention du recteur du département. C'était son désir, en fait, de lancer ce programme. Et Dieu merci, j'y ai participé. Ça s'appelle la gestion de la vie utile. Et on va voir ce que ça veut dire. Il s'agit d'un certificat au niveau du collège, 2 semestres. Deuxième cycle, ça veut dire que vous avez besoin de qualifications pour entrer. Vous avez besoin d'un diplôme dans un domaine connexe. Et cette exigence, c'était pour avoir des candidats qui avaient déjà une bonne compréhension de la façon dont les immeubles sont liés. Vous ne pouvez pas être un gestionnaire BIM, par exemple, si vous ne comprenez pas comment les projets sont livrés, sont exécutés, si vous ne comprenez pas comment les édifices sont liés. C'est important aussi pour
il s'agissait aussi d'avoir le bon niveau de leadership pour ce programme. On va lancer ce programme pour le leadership l'automne prochain. Dans l'ensemble, nous avons quelques objectifs. De toute évidence, c'est au niveau collégial. Donc, ça veut dire que le côté pratique est très, très important. C'est là-dessus qu'on se concentre. On ne fait pas de formation sur les outils proprement dit, mais au niveau de la gestion, en fait, on n'enseignera pas la méthode Revit aux gens. On ne sait pas de contribuer à ce qu'on appelle le beam washing. Et puis, on essaie aussi de développer l'esprit critique et de ne pas, en fait, enseigner seulement les logiciels robots. Qu'est-ce que ça veut dire, la gestion du cycle de vie utile? Le concept derrière le programme, c'est de former pour un certain rôle. Pour les gestionnaires BIM, il y a certains termes qui peuvent s'appliquer. Selon la situation, il y a tout un éventail de compétences qui sont requises selon la situation, le projet, le type d'entreprise et la maturité atteinte par la compagnie. Cependant, nous regardons l'ensemble du cycle de vie selon l'information que vous devez donner. Comment est-ce qu'on maintient cette information? Comment est-ce qu'elle circule dans le processus? Et comment se rend-elle à différents intervenants, même dans les équipes multidisciplinaires? Comment se concentrer sur cette information, sur ces données ou sur ces connaissances, de façon à gérer le tout pour qu'elle ne se perde pas, qu'elle ne soit pas en double, peu importe ce qui peut arriver. Nous avons adopté une approche cadre. Alors, on a un objectif, celui d'avoir un autre programme au niveau opérateur ou exploitant. Indépendamment du niveau où vous êtes, que vous soyez un technicien, que vous vous concentriez en fait sur la gestion ou autre, une approche cadre, ça devient très intéressant pour nous aider à jauger à quel niveau les gens en sont et à quel niveau les gens atteignent avec le temps. On suit le cycle de vie. Vous allez voir au bas de la colonne à gauche, vous allez voir le cycle de vie que l'on suit au cours des 2 semestres. Nous avons 5 volets que nous couvrons. Les outils et la technologie, ça n'est qu'un de ces volets, un de ces 5 volets. Et pour chaque semestre, nous avons un blitz d'une semaine. Essentiellement, toutes les compétences que vous aurez acquises pendant ce semestre, donc les 14 semaines, et la 15e semaine, avec l'industrie, vous travaillez en fait sur les modèles. C'est comme en fait un blitz, BIM Storm. Donc, c'est une séance de remue-ménage, si vous voulez, avec l'industrie. Alors, on a utilisé l'outil, le processus, le principe, et étant donné que nous comprenons bien quelles sont les normes, il faut comprendre aussi les résultats ou les livrables que vous serez appelés à livrer, ainsi que l'aspect pratique. Alors, les partenaires de l'industrie sont une portion majeure de la façon dont fonctionne le collège et le Blitz BIM que nous organisons à la fin de chaque semestre, ça permet aux partenaires de l'industrie de venir et de participer, de voir les gens formés, les talents, en fait, qui sont maintenant disponibles sur le marché. Ça, c'est le premier cours et ça, c'est le volet des fondamentaux qui vous donne une idée des thèmes que nous allons couvrir et comment, par exemple, nous avons l'intention de couvrir tous les cycles de vie. Pour le premier cours, bon, on touche la première moitié jusqu'au design et on couvre aussi tous les principaux thèmes qui doivent être enseignés. Nous avons une équipe très impressionnante d'enseignants. Tous sont des praticiens de l'industrie et sont impliqués d'une capacité ou une autre, soit dans le développement du programme de cours ou soit dans l'enseignement. Pour le développement du programme de cours, c'est fait c'est pas nécessairement fait à Ottawa. À l'heure actuelle, pour l'enseignement, on offre un scénario hybride. Certains cours seront disponibles en ligne, mais la majorité des cours à l'heure actuelle, exige que quelqu'un soit basé à Ottawa. Alors ça, c'est une des limites à laquelle nous faisons face. Un peu plus tard, nous serons en fait disponibles en ligne, peu importe où sont les enseignants. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont des candidats pour enseigner ou pour élaborer un programme de cours, vous êtes invités à le faire. Vous n'avez qu'à me contacter. Alors, pour le comité consultatif des programmes, ça, c'est la méthode du collège pour pour faire participer l'industrie et pour nous assurer, en fait, d'offrir
ou de répondre aux besoins de l'industrie. Alors, on veut que l'industrie agisse en tant que partenaire et puisse apporter sa contribution, réviser les programmes et continue de voir si nos programmes correspondent aux besoins de l'industrie. Et ensuite, nous pouvons utiliser certains des projets qui sont livrés. Comme exemple, dans la salle de classe, le BIM Blitz, c'est certainement un élément très important qui nous permet en fait de travailler avec l'industrie et nous avons des études de cas aussi. Alors, si vous êtes intéressé à faire partie de ce comité consultatif, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Et finalement, si vous cherchez de l'information, il y a un site Web que vous pouvez visiter. Vous allez voir des choses sur Facebook et sur Instagram aussi. Et vous pouvez aller voir algonquincollege.com. Merci beaucoup de votre attention. So that's how you shrink. C'est comme ça que vous raccourcissez une présentation prévue pour 10 minutes en 6 minutes? En fait, vous avez respecté le temps qui vous était alloué. Jean-François, allez-y. Vous êtes le bienvenu, c'est votre tour. Bonjour tout le monde. C'est toujours, d'entrée de jeu, c'est toujours agréable de voir le côté complémentaire et collaboration. Regardez les institutions d'enseignement qui sont assis sur le même stage. Je pense que le message est clair que nous aussi, on veut collaborer et travailler ensemble. Donc, on est très content d'être ici aujourd'hui. Je suis aussi très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, je parle beaucoup, fait que 7 minutes, c'est dur pour moi, hein, Simon? C'est 5? OK, parfait, on va faire ça vite, je vais lire vite. Donc, d'entrée de jeu, peut-être certains ne connaissent pas Cégep Limoilou Inc. Qu'est-ce que Cégep Limoilou Inc.? En fait, c'est sous la direction du service aux entreprises et de la formation continue. C'est une entité, un incubateur, je vous dirais, à innovation au niveau c'est en fait une porte d'entrée pour nos programmes et c'est aussi, comme je disais, un incubateur à formation, donc pour l'industrie destinée. Donc, vous allez voir, je vais vous présenter un peu notre mission, notre vision du BIM au niveau de Limoilou Inc. Donc, sans plus tarder, je débute. En fait, ce qui est important, pour ceux qui connaissent un peu moins Cégep Limoilou, c'est un collège technique à la base, donc qui regroupe de nombreuses techniques en lien avec le bâtiment. Donc, à Limoilou, ce qui est important de savoir, c'est que la cohésion et l'intégration des départements, pour nous, c'est essentiel. On se retrouve, en fait, le BIM, c'est multidisciplinaire, donc c'est important de traiter ça avec les compétences qui sont développées dans chacun de nos départements. Donc, d'entrée de jeu, Cégep Limoilou, comme je vous disais, est présent en bâtiment et infrastructure par différents programmes, dont la technique de géomatique que nous avons à Limoilou, qui est établie là, sur 2 campus, à Québec et à Charlebourg. On a évidemment la technique de génie civil aussi, technique de mécanique du bâtiment. On a génie électrique et génie industriel qui a un lien évidemment avec le BIM au niveau des processus. Donc, vous voyez que juste à 5 techniques, la masse d'enseignants et de compétences qu'il y a à l'intérieur du collège pour faire un lien logique avec le BIM. Il manque une discipline, en fait, l'architecture, et c'est la raison pour laquelle on a créé un consortium avec le Cégep du Vieux-Montréal pour aller compléter là, la multidisciplinarité. Donc, deuxième entrée de jeu, je l'aime beaucoup ce mot-là, je le dis souvent. le programme d'éducation BIM que certains connaissent déjà, qui est le PBIM, donc programme d'éducation BIM, qui est un programme court qui est offert déjà depuis près de 2 ans et demi, 3 ans. C'est un programme qui est composé de 4 modules, donc qui est destiné aux intervenants de l'industrie afin de comprendre et de parler le nouveau langage BIM. Donc, c'est vraiment une amorce, une introduction. Actuellement, il y a tout près de 200 participations aux 4 modules donc, qui ont été suivis. Nous avons une équipe de formateurs, ce sont tous des gens de l'industrie, donc des gestionnaires BIM qui sont certifiés de niveau professionnel à CAN-BIM, donc le dernier niveau de certification.
Et c'est offert à Montréal et à Québec par l'ETS ici à Montréal et à Québec là, au Cégep Limoilou. Donc, c'est le premier programme qu'on donne depuis un certain temps. Et certains en ont entendu parler aussi. Nous sommes actuellement à finaliser le développement d'une attestation d'études collégiales de BIM, donc de niveau de spécialisation. Donc, quand on parle d'un programme de spécialisation, c'est un programme qui va tourner entre 500 et 600 heures, qui est destiné aux intervenants de l'industrie, les techniciens et les professionnels. Donc, c'est une spécialisation qui demande évidemment des préalables pour l'intégrer. La fonction de travail ciblée, une fonction de travail en émergence que vous connaissez déjà, qui est un coordonnateur de maquettes numériques, qui est un programme qui est multidisciplinaire, donc qui va être composé de gens des divers secteurs. Le niveau de compétence ciblé par ce programme-là, j'ai les deux extrêmes. On a le niveau de compétence qui touche la modélisation, donc l'utilisation de l'outil à proprement dit, et le côté gestion, donc le côté qui appartient plus au niveau de l'université. Donc ça, nous, on ne va pas toucher à ce côté-là. La modélisation, elle est applicable dans certains programmes, donc intégrée dans des programmes d'études que nous avons actuellement, ou par Cégep du Vieux-Montréal, vous offrez une AEC de modélisation là, aussi. Donc, nous, on va aller chercher vraiment le côté coordination. Donc, c'est selon les consultations qu'on a fait, un besoin qui est criant, donc la mise en lien au niveau des maquettes ensemble. Le programme, c'est un programme qui est vraiment adapté au niveau de l'industrie, donc flexibilité, accessibilité pour des gens qui sont en emploi. Donc, la cible de ce programme-là, c'est de former des gens qui ont déjà de l'expérience en industrie pour les amener à un niveau technique vraiment supérieur. Donc, je continue à avancer, le temps file. Rôle, positionnement actuel du développement BIM. Le collège sont quand même relativement, et les collèges sont caractérisés par la proactivité, l'agilité, la neutralité et l'accessibilité. Donc, notre capacité avec des attestations d'études collégiales de s'adapter aux besoins de l'industrie, c'est une force. Et au niveau des compétences des enseignants à l'interne, c'est des enseignants qui sont habilités et habitués à travailler avec des technologies. Donc, on n'est pas en gestion de changement ou forcés à utiliser des nouvelles technologies. Ils le font constamment dans le programme. Donc, c'est naturel. Je voudrais peut-être la capacité de diplômer des gens avec des diplômes reconnus par le ministère de l'Éducation, comme des AEC, des attestations d'études collégiales. Ce sont des formations qui donnent lieu à un diplôme qui a été mis par le collège ou un des collèges, mais qui est reconnu par le ministère de l'Éducation. Donc, ça a une valeur assez importante sur le marché. En effet. Donc, la veille, l'innovation, les partenariats, on travaille sur ce côté-là fortement, donc la proximité avec l'industrie. De la même façon que l'ETS cherche à le faire, les collèges, le collège Limoilou cherche à faire exactement le même modèle. Le BIM change rapidement. On a besoin d'être près de l'industrie et on a besoin de l'industrie aussi pour adapter à tous ces programmes-là. L'analyse de pertinence, c'est le genre d'analyse qu'on fait pour développer des nouvelles AEC. Donc, c'est une analyse qui a déjà été faite auprès de l'industrie. L'analyse de situation de travail, c'est une analyse qui a été faite, en fait, un comité qui a été composé de différents représentants de l'industrie. Donc, il y avait 15 représentants de l'industrie qui sont venus travailler avec nous de longues heures à sortir les compétences, donc à développer les tâches et à regarder comment on allait bâtir ça. Donc, et finalement, l'élaboration du programme d'études, bien, les collèges, ils sont adaptés aux réalités du Québec. Donc, c'est une des principales, un effort qu'on fait pour s'assurer qu'ils soient adaptés à notre réalité. Donc, pour finir, le succès du déploiement du BIM passe par plusieurs choses. Donc, je veux juste parler des 3 catégories en fait, les responsables de la diffusion des bonnes pratiques. Donc, on n'a rien. Donc, oui.
Donc, voilà, ça va être, je vais en parler tout à l'heure après la certification, juste pour vous teaser un peu. Je vais faire une annonce, donc, puis je vais parler de la dernière slide, donc on vous attend jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup, Jean-François. J'ai laissé Jean-François dépasser un peu parce qu'il se trouve à un petit peu utiliser le temps que je n'ai pas utilisé en début de présentation. J'aimerais maintenant, effectivement, j'ai coupé court à mon petit bout au début. Donc, je voudrais vous présenter Hamid Ahmad, que plusieurs connaissent déjà, professeur à Concordia. Je m'excuse de parler en anglais comme d'autres personnes. So I'll introduce myself. Alors, je me présente. Je m'appelle Amir Ahmad. Je suis professeur. I am professor at Je suis professeur à l'Institut Concordia en génie. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous parler de l'enseignement et de la recherche qu'on fait sur le BIM à Concordia. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes collègues à Concordia. Nous avons vraiment d'excellents chercheurs et d'enseignants qui sont intéressés à la méthode BIM. La plupart d'entre eux sont spécialistes en gestion dans le domaine de la construction, sauf le Dr Bakchi, qui est un ingénieur de structure. Je vais commencer par la portion éducation. Nous avons en fait plusieurs cours qui sont ouverts au niveau du premier cycle et du deuxième cycle. Au niveau du premier cycle, nous avions introduction au design, au dessin, où nous enseignons en fait les notions de base des dessins. Et ensuite, il y a un autre cours qui touche les projets de construction et de design. Nous mettons l'accent ici sur les analyses de coûts et d'autres analyses. Ensuite, on a un autre cours spécialisé d'estimation de coûts. Alors, les étudiants du deuxième cycle peuvent le suivre. Alors, ils vont donc apprendre à faire des modèles. over the years in their capstone. Alors, ici, on a tous des projets aussi pour le deuxième cycle. The main course that we have is about building information modeling. Ah oui. Alors, ici, pour ce qui est de la construction, comme vous pouvez voir ici, on met l'accent sur le BIM du point de vue de l'entrepreneur, sécurité dans le domaine de la construction, et ensuite, comment on peut utiliser le BIM pour les projets. Évidemment, on regarde la question de la rentabilité, et ceux qui n'ont pas pris les cours précédents sur BIM, on a aussi donc plus d'informations sur les maquettes. Au niveau du deuxième cycle, on n'enseigne pas le BIM parce qu'on estime que les apprenants peuvent le faire seuls, mais la plupart donc vont s'en sortir très bien. On a d'autres cours qui se rapportent au BIM. Plus tôt, j'ai parlé d'un cours sur on a donc la gestion aussi. Les étudiants vont appliquer le BIM pour la phase opérationnelle ainsi que pour les applications énergétiques des édifices BIM. On a la question aussi planification et gestion sur la construction durable. Ça, je l'enseigne tous les ans et les étudiants peuvent utiliser le BIM ici, non pas pour les édifices, mais pour les systèmes d'infrastructure en général. Je vais vous donner des exemples plus tard. Et nous avons un cours portant sur l'ATI dans la construction où les étudiants peuvent utiliser l'approche BIM. Voilà un exemple de ce que nos étudiants peuvent faire. Ça, c'est l'école de gestion des affaires à l'Université Concordia. Ça a été fait par un seul étudiant pendant 8 semaines ou quelque chose comme ça. Bien sûr, cet étudiant a utilisé le BIM 4D et ça a été fait avec ArchiCAD. Et le gros de la recherche, bon, je vais aller un peu plus vite ici parce que j'ai 10 diapos qui parlent de la recherche. Mais pour vous donner une idée du type de recherche qu'on fait à Concordia, et ce que nous visons, c'est de réaliser des choses qui ne sont pas réalisables aujourd'hui, des choses qui pourront être faisables dans les 5 ou 10 prochaines années et qui pourraient avoir une valeur pratique aussi. Ici, je vais commencer par certaines applications dans le domaine de la construction et précisément dans la sécurité dans le domaine de la construction.
Nous avons ici un travailleur qui installe des pièces et nous avons réservé cet espace que nous appelons donc un espace de travail. Et ça, c'est un aspect qui peut être ajouté au BIM. Alors ça peut être ajouté pendant les activités de la construction. Ensuite, nous avons la façon dont on retrace les activités et puis les travailleurs aussi. On peut voir si un travailleur, par exemple, s'approche en fait de l'espace qui lui est réservé. À ce moment-là, on va avertir, on va envoyer un signal d'alerte à cet employé. Alors, autre chose pour le domaine de la construction qui se rapporte sur les autoroutes et l'exemple précis que nous avons ici, c'est l'échangeur Turco qui est en construction maintenant à Montréal. Nous avons la partie jaune ou les parties jaunes qui sont des segments de l'échange actuel et les parties vertes qui doivent être construites. Ici, on applique en fait le 4D pour voir si on peut éviter les retards qui risquent de se produire à cause de la démolition de l'échangeur actuel. Et nous faisons des simulations, en fait, des différentes activités. Maintenant, si je passe à la gestion des installations ici, on utilise des réalités mélangées ou mixtes, comme ce qu'on a vu ici dans une autre présentation. L'idée derrière ça, c'est que nous avons l'inspecteur qui utilise une tablette pour qu'il puisse voir ce qui est caché au-delà du faux plafond. Bon, par exemple, dans le système de ventilation et de réfrigération. Ensuite, il communique l'information à l'opérateur qui gère le bureau. Donc, ici, nous avons la réalité de ce côté-là et on a la réalité virtuelle de l'autre côté. Alors, les gens peuvent communiquer en temps réel. Un autre exemple, pour ce qui est de la gestion des installations, on appelle l'analyse visuelle. L'idée, c'est de voir quelles pourraient être les raisons ou la source d'un problème. Disons, par exemple, une température très chaude ou très froide dans l'espace. Le problème pourrait être dans la chambre mécanique qui est très loin, à un autre étage, ou ça pourrait être un autre problème à cause du thermostat dans la même pièce qui fonctionne mal ou une mauvaise fenestration. Alors, le gestionnaire peut regarder ces différentes possibilités et ça lui permettra de trouver la source du problème. Une autre application qui est quelque peu unique dans notre travail se rapporte à l'application de BIM dans la sécurité des édifices. Il s'agit d'optimiser les caméras de surveillance dans l'espace, dans les différents espaces de l'édifice. Alors ça, c'est le premier étage d'un édifice à Concordia où on voit la combinaison de différentes caméras. On en a 4 ou 5 solutions que l'on peut utiliser et on peut optimiser la visibilité et le coût de ces différentes solutions. On aimerait appliquer BIM à d'autres types d'infrastructures. Par exemple, ici, on l'applique à des tunnels. Il y a un projet qui est en cours à Montréal, un projet à l'essai pour appliquer ce petit segment qui est près de l'École de technologie supérieure. Et la compagnie Cima Plus a partagé avec nous certaines de leurs données. On essaie de voir comment on pourrait mélanger différentes normes. Par exemple, nous avons un autre type de normes pour les tunnels. On a d'autres normes pour les services publics. Comment mélanger tous ces services publics ensemble en utilisant un nouveau type de BIM qui pourrait aider à la coordination de la construction pour ces tunnels de services publics? Un autre exemple pour l'IFC. Alors, la norme BIM, en fait, ce qu'on appelle fondation, des cours sur les fondations de l'industrie. On voudrait donc appliquer ça aux édifices intelligents. Par exemple, identifier les fréquences radio pour retracer ce qui se passe dans les différents volants. Alors, mes collègues font beaucoup de choses très intéressantes aussi. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Alors, vous l'avez devant vous. Évaluation quantitative de l'immeuble. Alors, les réseaux sociaux, maintenant, comment transmettre l'information concernant le modèle BIM. Alors, on a vu des exemples, en fait, aussi de... Il y a aussi les composantes mécaniques. Merci beaucoup. Thank you very much. I'd like to invite, j'aimerais inviter M. Eyal Avital à nous présenter e-Global e-Learning. Oui, Simon,
une bonne tentative, là, de votre part. Avant de venir sur la scène, est-ce que c'est une exigence de BIM que tout le monde, en fait, soit si grand? Il semble que tout le monde est très grand ici. Et pour moi, il faut toujours baisser. OK, merci beaucoup. Bienvenue, OK, c'est là. De nous avoir invités à cette table ronde. Mes collègues de chez Globally Training et moi sommes heureux d'introduire notre plateforme e-training, nos cours de BIM training en ligne et notre annonce que nos cours sont désormais certifiés CAN-BIM. Chez Global e-training, je travaille avec nos partenaires de distribution et leurs clients en tant que conseiller de confiance pour assurer le succès de e-training. Commençons avec un peu d'informations à propos de Global e-training. Global e-training, c'est un fournisseur de solutions de formation en ligne interactive. C'est basé au Canada et un récipiendaire de prix pour les secteurs de l'architecture, l'ingénierie et de l'industrie de la construction. Nous sommes le plus gros fournisseur de formation Autodesk au monde avec plus de 30 ans d'expérience dans le développement et la livraison des cours. Nous sommes un partenaire stratégique de formation pour certaines des plus grosses multinationales de design, construction, développement, de logiciels, organismes gouvernementaux et compagnies Fortune 500 au monde. Vous pouvez voir tout ce qui est là. Nous sommes heureux d'être partenaires avec Cancel et Digital School pour offrir nos cours certifiés CAN-BIM. Global Training, ça possède la plus vaste librairie, comme j'ai dit, la plateforme avancée, avec plus de 6000 heures de contenu ciblé par l'industrie pour ceux qui conçoivent, bâtissent et créent dans le domaine AEC. Nous offrons une plateforme de formation BIM compréhensive avec une forte base de cours techniques et professionnels. Il nous fait plaisir, comme j'ai dit, annoncer que nos cours e-training en ligne sont éligibles pour la certification CAN-BIM. Avec la plus grande librairie Autodesk au monde et avec une librairie BIM robuste, nous sommes uniquement positionnés pour offrir nos formations à toute compagnie, corps gouvernemental ou institution d'enseignement qui a une certification de BIM. La facilité d'administrer Global Training et la robustesse de ces rapports ont été conçus pour le besoin d'un directeur. Il s'agit d'une implémentation tout à fait clé en main. C'est confiant dans la formation et de retour calculé sur l'investissement. À l'aide de notre plateforme BIM, vous pouvez mettre à contribution non seulement notre flot de connaissances, mais vous pouvez également modifier notre contenu qu'il puisse être la base de votre propre contenu personnalisé. Nos formations BIM fournissent non seulement une plateforme de certification, mais ça peut être personnalisé de façon à inclure votre contenu exclusif pour distribution sous licence. Get, c'est Globally Training, intègre des technologies avancées pour livrer une expérience d'apprentissage immersif qui s'adapte au style d'apprentissage. C'est l'unique pour chacun et ça crée une expérience de formation personnalisée. 94% des étudiants Globally Training retiennent plus de compréhension de la formation conceptuelle ou technique qui peut être appliquée à des scénarios réels. Nous sommes capables de fournir nos formations sur toute plateforme, tout appareil, en tout temps et partout. Pour avoir accès à Globally Training, vous avez juste besoin d'un appareil puis une connexion de l'Internet. Ceci permet de la formation BIM sur le terrain, sur un site de projet ou une conférence comme celle-ci. Notre formation en ligne, c'est avec des textes interactifs, de l'instruction d'audio, des vidéos de démonstration, des exercices pratiques, évaluation des compétences et de retour immédiat pour rendre la meilleure expérience d'apprentissage en classe. Comment développons-nous nos cours BIM et les autres librairies? Nous utilisons notre outil exclusif, le Generator. Il s'agit d'un logiciel nuagique qui connecte les experts sur la matière sujet à un processus de création de cours collaboratifs.
L'interface intuitive et simple à utiliser, ne requérant aucune connaissance spécialisée en design et méthodologie. Puis c'est tout. Aussi, il y a un plugin avec notre logiciel, Globally Training. Nous sommes heureux d'offrir un plugin. Le plugin rend accès au e-training. Le plugin fonctionne avec Autodesk Software et ça connecte directement avec le e-training. Ça interagit avec la barre d'outils et vous permet d'économiser votre temps lorsque vous devez apprendre ou rechercher l'information. Maintenant, nos formations et outils sont en place pour démontrer nous comment faire un retour de l'investissement. Globally Training aussi offre un accès à un système de gérance de connaissances et de rapports robustes qui est capable de démontrer les progrès et les statistiques, le savoir de l'étudiant. OK, on va faire ici. Juste dernièrement, pour les derniers quelques slides, en tant que partenaire de formation de confiance, Globally Training aussi vous donne un Customer Success Manager comme moi pour faire l'implémentation de la programme. En tant que partenaire de formation de confiance Globally Training, ça aussi collabora avec vous pour implémenter votre succès et votre formation de BIM dans votre organisation. Puis, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui et visiter notre kiosque d'or. Merci beaucoup. OK, alors merci beaucoup, Eyal. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Maintenant, on a quelques minutes encore, une dizaine de minutes pour poser des questions, si des gens ont des questions en tête. Je vous rappelle qu'on a les universités, programme de bac, programme de maîtrise, les cégeps, le Collège Algonquin. Donc, si vous avez des questions concernant peut-être l'accès à ces programmes-là, la durée, est-ce que c'est possible pour des personnes en emploi de participer à certains de ces programmes? Sinon, je vais y aller tout de suite avec des questions de mon propre cru. Donc, par rapport à l'état de la situation en BIM aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, Daniel, qui sont les principaux défis pour le milieu de l'éducation? Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait répondre? Ou? Je vais essayer. Disons, je peux... 1, 2. Je peux répondre pour les universités, surtout à partir du colloque qu'on a tenu. Disons qu'au niveau des universités, on a des programmes qui sont très, très lourds, que c'est très difficile de changer. Puis on est avec le BIM. Le BIM, je vous dirais, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que on est en train de faire une révolution de l'industrie. Donc, être capable d'ajuster nos programmes par rapport aux besoins de l'industrie, c'est probablement notre principal défi. Je pense que c'est ça qu'on demande, je pense que Jean-François l'a mentionné aussi. Avant, la connaissance était générée par la recherche universitaire. Maintenant, le gros de la connaissance en BIM se trouve dans l'industrie. Donc, c'est très important, la collaboration qu'on peut entretenir avec vous. Nous, ce qu'on fait, c'est que, moi, je dirais, tous mes étudiants ont des projets appliqués avec des partenaires industriels. Ça vous aide à développer vos pratiques, puis en même temps, ça amène la connaissance à l'université qu'on peut transmettre à nos autres étudiants. Je suis tout à fait d'accord. Puis j'ajouterais le point aussi au niveau de la qualité de l'enseignement. On est en changement, des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire qui ne sont pas nécessairement intégrées dans nos départements. C'est un peu un appel à votre implication au niveau de l'industrie. Les meilleures pratiques, les formateurs, le matériel aussi, nous aider à partager du matériel pour la formation. Donc, bâtir, vous le savez, bâtir des maquettes, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Donc, l'industrie, c'est une façon que vous pourriez nous aider, c'est ça. Donc, déjà, ils le font. Les formateurs du programme d'éducation BIM, ce sont tous des gens de l'industrie. Donc, déjà, de l'implication pour partager les meilleures façons de faire. Donc, puis on souhaite que ça continue pour pouvoir amener ça dans nos programmes aussi là, qu'on est en train de mettre en place. Là.
Effectivement, un des défis principaux qui avait été nommé lors du colloque à l'ETS à l'automne dernier, c'était que pour toutes les maisons d'enseignement à tous les niveaux, la difficulté, c'est d'aller obtenir le matériel pour pouvoir avoir du matériel de base pour donner les cours. Quand on donne un cours de littérature, nos enseignants disent on donne un cours sur Victor Hugo, bien on a l'œuvre de Victor Hugo sur laquelle on s'appuie pour développer des exercices. Mais quand on veut donner un cours sur le BIM, Victor Hugo n'est pas là. Ça nous prend quelqu'un qui va nous fournir une base de connaissances sur laquelle on peut développer des exercices, des ateliers collaboratifs. Parce que si on commence à produire des maquettes réelles au cégep ou à l'université, on en a pour très longtemps avant d'arriver à terme. Vous aviez... Oui, je suis heureux d'entendre votre commentaire. Et en fait, moi, je crois que BIM, c'est vraiment ce qui va changer la donne. Nous devons apprendre le BIM. Mais éventuellement, le BIM sera imbriqué dans tous les cours. Par exemple, en estimé de coût, nous allons savoir comment l'utiliser pour les horaires, les cédules. Nous allons apprendre comment utiliser le BIM pour céduler les travaux. Donc, les techniques de base sur l'utilisation d'un logiciel seront imbriquées dans la rédaction, justement, de ce logiciel. Il n'y aura pas de cours propre au BIM. Dans 10 ans, les gens vont apprendre BIM, comme vous l'avez dit, tout comme ils ont appris à en apprendre sur la littérature, sur la rédaction, mais il n'y aura pas un cours uniquement dédié à Victor Hugo. Il n'y a pas un cours sur Victor Hugo, mais il y aura des cours sur des sujets qui sont reliés à ça. On parle beaucoup de collaboration, multidisciplinarité. C'est probablement un des gros défis qu'aussi on a dans les universités. Les écoles d'ingénierie et d'architecture sont séparées. Puis, je vous dirais, le facteur humain, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà vu quand ils ont implémenté BIM dans leur firme, est assez important. Ce n'est pas la technologie qui est la principale barrière, c'est le facteur humain. Donc, le volet sciences sociales est presque inexistant dans nos écoles spécialisées. Donc, ça, c'est un travail, nous, qu'on a essayé de faire, justement, de s'associer à du monde au niveau de gestion du changement, design organisationnel, etc. Parce que des changements, le BIM, ça commence, mais vous dire, c'est un début. On va en avoir de plus en plus. Donc, on doit aussi, et vous devez devenir des entreprises de plus en plus agiles et capables de capturer ce changement-là pour garder votre avantage compétitif. Merci, Daniel. Alors, il nous reste encore quelques petites minutes. J'aimerais peut-être voir, est-ce qu'il y a des gens dans l'industrie ici qui aimeraient poser une question concernant les priorités que l'industrie aimerait voir, je dirais, adressées, pour utiliser un anglicisme? Oui, monsieur? Moi, je suis très intéressé de complémenter la formation. Dans votre réflexion, dans votre offre, dans le fond, dans l'éducation, est-ce que vous avez réfléchi aux gens qui travaillent 50-60 heures par semaine pour avoir de la disponibilité? La solution Global e-Learning est quand même géniale, mais au niveau des cégeps universités, est-ce qu'il y a des programmes qu'on peut aller à la pige pour les professionnels qui sont très occupés? Jean-François? En fait, tout à l'heure, quand j'ai présenté l'attestation d'études collégiales, ça, c'en est un défi. Puis par l'agilité des collèges, on a la capacité et la flexibilité d'offrir des formations à temps partiel, justement, pour des gens qui travaillent. On le sait que les premiers besoins sont actuels, sont dans l'industrie. Avant que ce soit les finissants qui suivent, les premières vagues vont sortir de gens de l'industrie. Donc, c'est notre priorité. Et je vous dirais... on est tous complémentaires. Global e-learning est une façon d'apprendre, mais j'ajouterais le fait que on travaille à du changement, on travaille à développer de la collaboration et de la communication. Et la collaboration et la communication, ça doit se faire en présentiel au départ, avant de passer à des technologies. Donc, il faut apprendre à travailler ensemble. Donc,
être présent. Donc, c'est sûr qu'il y a un effort de dégager les gens pour aller se faire former qui doit être fait si on veut vraiment développer cette collaboration-là puis ces nouvelles méthodes-là. On travaille sur des compétences, hein? On ne travaille pas sur du savoir. Le savoir, ça s'acquiert à distance, ça va, mais la compétence, la développer, il faut la pratiquer, il faut la mettre en situation. Donc, il y a un processus. Donc, c'est difficile de pouvoir faire ça à distance comme ça. Rapidement, juste en terminant, j'allais poser la question, est-ce que vous croyez que la formation continue par rapport à la formation régulière à temps plein a un rôle à jouer dans tout ça? Bien, je pense que c'est un petit peu ce que Jean-François vient d'expliquer. Au fond, la formation continue permet des fois de moduler l'horaire de cours en fonction des professionnels qui, eux, peuvent seulement donner un samedi de temps en temps ou une soirée par semaine là, pour avancer dans l'apprentissage du BIM. Sorry, Daniel, go ahead. Ouais, peut-être un dernier commentaire. Je me souviens quand j'étais consultant, c'était un phénomène, c'est no time to plan. On n'a pas le temps de planifier. Vous avez déjà vu là, les gens qui tirent un chariot avec des roues carrées et disent non, on n'a pas le temps de regarder l'autre invention, la roue. Je pense que ça va prendre des ingénieurs, des architectes avec une formation beaucoup plus avancée. Je regardais aux États-Unis les firmes qui dominent le marché. C'est souvent des gens qui ont des doctorats qui sont responsables au niveau du BIM et du VDC. Donc, je pense, ici, on a une tendance au Québec d'arrêter au bac, mais d'avoir une maîtrise des doctorats, il faut développer l'esprit critique, d'être capable de voir ce qui s'en vient. Puis je pense que c'est important pour les firmes d'investir là-dedans. Si on regarde, je ne sais pas, Merlot, les gens qui sont là, il y a une postdoc, il y a plusieurs gens de maîtrise. Ils ont investi pour des gens qui ont une haute formation, puis je pense que ça a été très payant. Merci, Daniel. Et Al, un dernier mot en terminant? Just really quickly. Juste rapidement. C'est ce que disait Jean-François. Une solution comme Global e-Training qui présente une autre distribution numérique de la formation. Vous avez également le système de cégep universitaire. Vous avez là un outil de déploiement en ligne. Chez nous, c'est un effort de collaboration. Ce n'est pas un concours où nous essayons de nous battre les uns les autres, à moins que... Et puis après ça, peut-être vous faites ça au bar après, peut-être il y a des petites luttes, mais peut-être Simon pourrait être votre arbitre. C'est une question de savoir, de définir le meilleur outil de livraison pour vous permettre de réaliser les normes de BIM que vous visez, que ce soit par la possibilité d'avoir un cours à temps plein aux universités, cégep ou Algonquin, ou si vous travaillez 60 heures, vous devez faire une formation. Peut-être là, il faudrait envisager une solution en ligne où on fait un plugin ou vous faites votre formation directement en travaillant sur un projet. Donc, il faut tout d'abord identifier les besoins et ensuite trouver les bonnes solutions à partir des offres ici présentes au panel. Merci beaucoup à nos panélistes. C'est vraiment tout le temps qu'on avait. On a déjà défoncé un petit peu. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute et l'attention. Et merci à CanBIM de nous avoir donné l'opportunité de présenter chacun nos programmes d'enseignement. Et donc, je cède la parole à monsieur, je crois que c'est Pietro qui va prendre la relève maintenant. Donc, merci beaucoup à tous.